Bonjour à tous, bienvenue dans La séance est ouverte. Dans cet épisode, je vous propose de nous rendre en commission des affaires économiques pour parler encadrement des loyers. La mission d'information Flash sur le sujet a rendu son rapport. Ses auteurs, la macroniste Anaïg Lemeur et le socialiste Iñaki Echeniz, dressent un état des lieux et formulent une vingtaine de propositions. Regardez. Je remercie les deux rapporteurs, M. Iñaki Echeniz et Mme Anaïg Lemeur, pour leurs travaux sur le sujet. Sujet attendu, qui concerne avant tout les grandes villes et évidemment qui concerne d'abord les énormes difficultés d'un certain nombre de nos concitoyens à se loger. Je rappelle que le prix des loyers atteint parfois des sommets dans certaines villes. De sorte qu'aujourd'hui, plus de 4 millions des concitoyens sont mal logés, qu'ils soient privés de logement personnel, dans un logement indécent ou chez des marchands de sommeil. Ce dispositif d'encadrement de loyer, vous y reviendrez, avait été instauré en 2018 à titre expérimental dans la loi Elan. Évidemment, aujourd'hui, il s'avère utile et même nécessaire d'en évaluer les effets. Est-ce que c'est un mécanisme qui a fait ses preuves ? Quel avenir aussi peut avoir ce dispositif? Et je sais que vous faites une vingtaine de propositions sur lesquelles vous allez revenir tout de suite. Alors je vous passe la parole tout de suite pour une quinzaine de minutes au total. Et puis ensuite, évidemment, nous aurons la parole des oratrices et orateurs de groupe pour 3 minutes chacun maximum. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'encadrement des loyers a été instauré à titre expérimental par la loi Elan, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Et alors que l'expérimentation prend fin dans 1 an, nous avons voulu évaluer le dispositif et proposer des pistes d'amélioration pour la suite. Notre mission d'information est complémentaire de la mission d'évaluation gouvernementale prévue par la loi Elan, qui sera centrée sur les effets économiques de l'encadrement des loyers. Au regard de nombreuses études économétriques existantes, de l'APUR, Priceable, Fondation pour le logement, et de l'avis largement exprimé par les personnes auditionnées, nous pouvons déjà constater que l'encadrement des loyers produit des effets positifs. À ce sujet, j'aimerais revenir sur 2 idées reçues. L'encadrement des loyers n'est pas la cause de la baisse générale de l'offre locative qui affecte aussi les villes sans encadrement. La baisse de l'offre locative est la conséquence de plusieurs phénomènes. Crise de la construction et de l'accession à la propriété, augmentation du nombre de meublés de tourisme et de résidences secondaires, crise du logement social, hausse des prix de l'immobilier. Entre 2000 et 2018, le prix des logements anciens et neufs ont augmenté de 115% en France métropolitaine, et notamment du foncier et les opérations de spéculation immobilière. Un certain nombre d'auditionnés ont appelé à une réflexion sur le prix du foncier. Ils identifient ce sujet comme la variable principale du taux de rendement locatif. Taux de rendement qui doit être traité de manière équilibrée au regard du caractère spécifique du logement qui ne peut être assimilé à un instrument financier ordinaire, mais doit être considéré comme un droit et une nécessité. Enfin, l'encadrement des loyers n'a pas pour but de faire baisser les loyers et de fausser le marché, mais au contraire d'établir la réalité des prix de marché et d'éviter les loyers excessifs au regard de ces conditions de marché. À cet égard, l'encadrement des loyers a rempli son objectif, et ce alors même qu'il n'est pas toujours parfaitement respecté. Alors que le logement est le premier poste de dépense des ménages et que 17% des jeunes abandonnent leurs études pour des raisons de logement, l'encadrement des loyers semble aujourd'hui particulièrement pertinent. Contenir la hausse des prix des loyers dans les villes concentrant la majorité des établissements d'études supérieures participe, par exemple, à faciliter la possibilité pour les jeunes ruraux de poursuivre leur scolarité et leurs projets professionnels, un sujet qui nous est cher avec Anaïg. Pour ces raisons, les maires ayant expérimenté l'encadrement des loyers réclament une pérennisation du dispositif, quel que soit leur bord politique. Nous pensons d'ailleurs que les élus des communes éligibles sont les mieux placés pour déterminer si le dispositif peut être pertinent sur leur territoire. C'est aussi ce que nous avions défendu dans notre loi sur la régulation des meublés de tourisme. Nous avons écouté sans préjuger l'ensemble des acteurs concernés. Nous allons désormais vous présenter une vingtaine de propositions opérationnelles. Ces propositions visent à améliorer le dispositif dans la perspective de son extension. Comme vous le verrez, nous avons cherché des solutions équilibrées et pragmatiques en pensant aussi à répondre aux préoccupations des bailleurs. La communication est structurée selon 4 axes: les critères et la procédure pour faire appliquer l'encadrement des loyers, le calcul du loyer de référence, le complément de loyer et les autres formes de contournement, et le recours du locataire et la sécurité juridique des bailleurs.
Dans un premier temps, il faut sortir du régime de l'expérimentation et faciliter la procédure permettant à certaines communes d'appliquer l'encadrement des loyers. Nous faisons le constat que la procédure actuelle, rigide, limite ou retarde l'application de l'encadrement des loyers dans les communes éligibles. La procédure pour faire appliquer l'encadrement des loyers dans une commune est complexe et peu lisible. Alors que les critères d'éligibilité sont définis au niveau de la commune, il faut que la commune soit une commune où s'applique la taxe sur le logement vacant. La demande est formulée par le PCI. Conséquence, s'il existe un désaccord entre la commune et le PCI, celle-ci peut y faire obstacle. À ce premier filtre s'ajoute un second, celui du décret ministériel. Au sein de chaque commune, l'encadrement s'applique sur un territoire délimité par un décret selon des critères définis par l'article 140 de la loi Elan. Or, ces critères sont largement redondants avec les critères relatifs à la taxe sur les logements vacants. Et on peut prendre l'exemple de l'agglomération Pays Basque qui a attendu 4 ans pour avoir le décret ministériel. Si la commune est concernée par la TLV, ce qui a déjà été constaté, un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement et un niveau élevé des loyers et des prix de l'immobilier. Ces critères suffisent. En pratique, donc, les décrets appliquent à l'encadrement des loyers sur la totalité du territoire de la commune. Cette étape du décret est inutile. Elle peut retarder la procédure de plusieurs années, surtout si le ministre y est réticent pour des raisons politiques ou qu'il est amené à changer régulièrement. Enfin, le contrôle de l'encadrement des loyers, là où il s'applique, est une prérogative du préfet. Cette compétence peut être déléguée au maire, mais aucune compensation financière n'est prévue pour couvrir le coût de gestion afférent. Résultat, seule la ville de Paris bénéficie aujourd'hui de cette délégation de compétences, avec d'ailleurs de bons résultats. En conclusion, la procédure relative à l'encadrement des loyers est trop centralisée, trop lourde, trop lente, et l'encadrement des loyers ne s'applique pas dans toutes les communes TLV qui le voudraient. Nous proposons donc une solution, permettre aux communes éligibles et volontaires d'appliquer directement l'encadrement des loyers. Ce que nous proposons, c'est que les communes TLV puissent décider directement d'appliquer l'encadrement des loyers sur des territoires qu'elles délimitent elles-mêmes à l'issue d'un échange de quelques mois avec le PCI. Cette consultation est indispensable pour s'assurer qu'une politique cohérente soit développée à l'échelle de l'EPCI, qui conserve la compétence de principe en matière de politique de l'habitat. Mais en cas de désaccord persistant de l'EPCI, une commune TLV devrait avoir le dernier mot en ce qui concerne son territoire. Nous proposons en outre, dans la même logique de cohérence, que l'EPCI puisse autoriser une commune non TLV à appliquer l'encadrement des loyers lorsque celle-ci est déjà appliquée dans toutes les communes limitrophes. À défaut de compensation financière spécifique, le produit des amendes imposées aux contrevenants devrait être transféré aux communes, comme cela existe déjà dans d'autres domaines. Cela inciterait davantage des communes à demander la délégation de compétences. Nous préconisons aussi, dans la même démarche, que le montant maximum de l'amende soit doublé. 10 000 € pour les personnes physiques, 30 000 € pour les personnes morales. Enfin, nous proposons de sortir du régime de l'expérimentation qui ne peut être que provisoire et n'a pas vocation à être poursuivi en tant que tel à l'issue du délai prévu par la loi. Nous estimons que l'encadrement des loyers, moyennant les quelques réformes que nous proposons, est suffisamment robuste et vertueux pour être pérennisé. Il faut ici préciser 2 choses. La pérennisation ne signifie pas la généralisation. L'encadrement des loyers ne s'appliquera qu'au sein des communes volontaires où s'applique déjà, sauf exception, la taxe sur les logements vacants. La liste de ces communes TLV est fixée par décret. L'encadrement des loyers, une fois pérennisé, n'a rien de définitif. Les communes pourront toujours revenir sur leurs décisions, peut-être même plus facilement qu'aujourd'hui, puisqu'actuellement, le cadre légal ne prévoit pas que l'encadrement des loyers puisse être supprimé avant la fin de l'expérimentation. Je cède maintenant la parole à ma collègue Anaïg Lemeur. Merci beaucoup, Iñaki. Alors, concernant le calcul du loyer de référence, il faut le rendre plus équitable et clarifier les modalités de revalorisation du loyer au renouvellement du bail. Le calcul du loyer de référence est plutôt bien fait, d'après des méthodes statistiques sérieuses. Mais les données sont parfois lacunaires et les paramètres qui déterminent le montant final du loyer de référence pourraient être améliorés. La méthode est la suivante. Les observatoires locaux des loyers collectent des informations sur les loyers pratiqués. Les logements sont réunis dans des groupes homogènes en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques en termes de surface, période de construction. Le loyer de référence par mètre carré correspond au loyer médian de la catégorie. Il s'agit en quelque sorte d'un loyer de marché. Le bailleur a le droit de dépasser de 20% ce loyer de marché, voire davantage si son logement présente des caractéristiques exceptionnelles. L'objectif n'est donc pas de faire baisser le loyer moyen, mais d'interdire les loyers abusifs sans lien avec le marché. La précision du calcul repose évidemment sur la quantité de données. Les professionnels ont en principe l'obligation de communiquer le montant des loyers aux observatoires locaux, mais cette obligation n'est pas pleinement respectée, parfois pour des raisons techniques. Il faudrait donc renforcer les obligations de communication qui pèsent sur les gestionnaires de biens.
Le critère de l'époque de construction peut sembler arbitraire et il scinde artificiellement les logements en plusieurs catégories, réduisant les données disponibles pour chacune d'entre elles. 4 périodes de construction sont distinguées. Or, la différence de loyer en fonction de l'âge du bâtiment n'est pas toujours probante, d'autant que la qualité de construction varie davantage au sein d'une même époque. On trouve à la fin du XIXe siècle de nombreuses et magnifiques demeures haussmanniennes, aussi bien que des immeubles quelconques. Cependant, ce critère ne tient pas compte non plus des rénovations qui ont été effectuées. Nous proposons donc, pour simplifier, de supprimer ce critère, tout simplement. Autre paramètre contestable, le loyer de référence ne s'applique qu'à la surface boutin, qui exclut une partie de la surface au sol dite non habitable, ainsi que les surfaces annexes, caves, greniers et terrasses. Ces surfaces, qui n'en présentent pas moins une utilité pour les locataires, ne peuvent pas être valorisées sinon par un complément de loyer qui, lui, n'obéit à aucune règle. Nous proposons donc de permettre la valorisation des surfaces non habitables par l'application d'un coefficient correcteur qui les convertirait en équivalents habitables. Les taux de conversion seront fixés par décret. Cette approche permettrait d'objectiver la valeur des surfaces annexes au lieu d'une valorisation arbitraire et souvent excessive dans le cadre d'un complément de loyer. Enfin, le calcul du loyer de marché intègre certains loyers conventionnés, notamment les logements intermédiaires privés dont les loyers sont plafonnés. Les bailleurs considèrent que cela fausse le calcul des loyers de référence qui est censé reposer sur des valeurs de marché. On peut objecter à l'inverse que le calcul est faussé à la hausse par l'existence dans les données observées de loyers ne respectant pas l'encadrement. Il n'y a pas eu de consensus entre nous sur cette question qui sera laissée au débat parlementaire en cas de pérennisation du dispositif. Concernant les modalités de l'encadrement et de la revalorisation des loyers au moment du renouvellement du bail, celles-ci doivent être clarifiées. D'abord, l'article 140 de la loi Elan mentionne l'application de l'encadrement au renouvellement d'un bail, mais ne mentionne pas explicitement l'hypothèse de la reconduction tacite. Cela devrait être clarifié. Ensuite, il peut y avoir un conflit entre l'encadrement des loyers et l'autre mécanisme de régulation des loyers, l'encadrement de la revalorisation des loyers. Il est admis que l'encadrement des loyers concerne le loyer fixé au début du bail. Il est possible à l'anniversaire du contrat de revaloriser le loyer à l'IRL, même si le loyer ainsi revalorisé dépasse le loyer de référence majoré. Juridiquement, la situation au moment du renouvellement du bail n'est pas claire. Or, en location meublée, l'anniversaire du contrat coïncide avec son renouvellement. C'est une fois tous les 3 ans sinon. Au moment du renouvellement d'un bail soumis à encadrement, faut-il primer l'interdiction de dépasser le plafond majoré ou le droit de revaloriser à l'IRL? Nous considérons qu'il n'y a pas de raison d'interdire au bailleur de revaloriser le loyer tant que le locataire reste en place. La circonstance, qu'il s'agisse d'un renouvellement ou d'un simple anniversaire, n'a aucune incidence réelle pour le locataire. La continuité du contrat doit primer. En revanche, si le locataire part, le prochain bail devra revenir au loyer de référence majoré, comme initialement. Cette proposition garantit le droit du bailleur et l'incite à favoriser les conditions d'un maintien en place de son locataire aussi longtemps que possible pour conserver les effets de la revalorisation. Et je laisse la parole à Iñaki. Merci. Merci Anaïg. Il apparaît également nécessaire d'encadrer le complément de loyer et les autres méthodes de contournement tout en levant certaines restrictions. En effet, le complément de loyer est à la fois autorisé de façon trop large et parfois interdit de façon trop rigide. Le complément de loyer est le seul moyen légal de dépasser le loyer de référence au-delà de 20%. Il s'agit d'une souplesse légitime pour des logements qui présentent effectivement des caractéristiques exceptionnelles, par exemple en raison d'une vue ou d'un aménagement luxueux. Naturellement, il n'est pas possible de fixer dans la loi une liste exhaustive des caractéristiques justifiant l'application d'un complément de loyer. La loi a en revanche fixé une liste de cas dans lesquels il n'est pas possible d'appliquer un complément de loyer. Cette liste peut sembler arbitraire. Par exemple, un complément de loyer n'est pas possible en cas de vis-à-vis de moins de 10 mètres ou d'une mauvaise exposition. Notion contestable, surtout dans un contexte climatique où une exposition nord présente désormais des avantages. Au total, ces critères excluent de nombreux logements en ville, y compris des logements exceptionnels qui auraient dû vis-à-vis dans la cuisine côté cour. En revanche, quand un complément de loyer est possible, la loi ne fixe aucune limite. Pour caricaturer, rien n'empêche expressément de doubler le loyer au motif qu'il y aurait une terrasse.
Bref, la loi interdit tout complément de loyer dans certains cas et pour le reste, c'est open bar. Nous proposons de faire l'inverse, ne pas interdire a priori l'application d'un complément de loyer au regard de la situation générale du logement, sauf quand les normes minimales de confort et de décence ne sont pas respectées bien sûr, mais réguler le niveau du complément de loyer appliqué. Il s'agit de réduire les abus et les risques de contentieux. D'abord, nous demandons que les acquis de la jurisprudence soient publiés et mis à jour régulièrement sur le site du ministère pour que les bailleurs, aussi bien que les locataires, sachent ce qui est regardé par le juge comme des caractéristiques exceptionnelles justifiant l'application d'un complément. Dans certains cas, il n'y a même pas besoin du juge pour objectiver ces caractéristiques. Par exemple, on pourrait faire référence aux différentes classifications existantes, monuments historiques, label architecture contemporaine remarquable, pour attester de la valeur patrimoniale ou architecturale d'un bâtiment. Ensuite, les modalités du complément lui-même devraient être encadrées. Nous considérons que la prise en compte partielle des surfaces non habitables dans la surface de référence du logement, proposition évoquée plus tôt, devrait permettre de valoriser certains éléments qui justifient jusqu'à là l'application d'un complément de loyer, cave, parking, terrasse, mezzanine, et d'en réguler la valeur en fonction de leur surface. Enfin, de manière excessivement rigide, le cadre actuel de l'expérimentation ne permet pas d'appliquer la majoration pour travaux d'amélioration futurs, quand les loyers sont encadrés. Cette restriction est parfois contre-productive parce qu'elle désincite à la réalisation de travaux d'ampleur, et je précise d'ampleur, quand le plafond de loyer est déjà atteint. Dans la mesure où cette majoration doit être acceptée par le locataire en place et ne s'applique pas aux locataires futurs, nous sommes favorables à en permettre l'application indépendamment du plafond et du complément de loyer. Mais le droit doit être aussi adapté pour tenir compte des autres méthodes de contournement, la colocation, le co-living et le bail mobilité. Le complément de loyer est la méthode la plus répandue de contournement de l'encadrement des loyers, mais ce n'est pas la plus dommageable. Le bail civil, certains bailleurs détournent le droit commun des contrats, en principe réservé aux résidences secondaires, pour échapper aux dispositions d'ordre public de la loi de 89 et à l'encadrement des loyers au moyen d'un bail code civil. Le juge peut requalifier le contrat pour le faire entrer dans le cadre de la loi 89, mais en attendant, le locataire ne peut pas bénéficier du contrôle de l'autorité administrative et de l'avis de la commission départementale de conciliation. En ce qui concerne la colocation, l'encadrement des loyers est particulièrement difficile à faire appliquer en colocation à cause de la distinction entre des parties privatives et des parties communes et de l'existence de baux multiples, rendant très difficile la contestation de loyers sans action conjointe. Enfin, une nouvelle méthode, le co-living, forme particulière de colocation associée à des prestations de services. L'encadrement des loyers est contourné par l'application de charges élevées imposées aux locataires en plus du loyer. Nous proposons donc les solutions suivantes. Pour le bail civil, donner à tout locataire d'une résidence principale, quel que soit le contrat et la qualification du logement dans le contrat, les mêmes droits qu'avec avec un bail loi 89, en ce qui concerne notamment la démarche possible avec la saisine du juge. Pour la colocation, il s'agit de permettre à tout colocataire de contester le loyer. Le loyer de référence individuel doit être égal à la surface privative plus la surface commune divisée par le nombre de colocataires. Pour ne pas léser le bailleur, qui supporte des coûts plus importants, la catégorie de surface ne tiendra compte que du nombre de pièces privatives. Concernant le co-living, il est important d'imposer une transparence des charges dans le contrat, montant distinct des charges pour chaque service, et de permettre de refuser certains services individuels, par exemple le nettoyage des parties privatives. Enfin, comme outil général d'information et de régulation, nous proposons d'obliger les plateformes à indiquer sur chaque annonce la position du loyer par rapport à la fourchette de l'encadrement, comme cela se fait déjà pour les prix de vente, et d'imposer aux bailleurs de renseigner le motif justifiant un complément de loyer éventuel. Outre l'intérêt pédagogique de la mesure, cela permettrait de faciliter le contrôle en amont des compléments de loyer. Bien. Non, dans cette dernière partie... Et oui, c'est la dernière partie. Nous considérons qu'il faut faciliter les possibilités de recours du locataire tout en apportant la sécurité juridique aux bailleurs. Le législateur a voulu bien faire et a prévu de nombreuses procédures pour permettre au locataire de contester le loyer. Il y a une procédure pour le bail initial, une procédure pour le renouvellement, une procédure si le contrat n'indique pas le plafond de référence majoré, une procédure pour le complément de loyer, etc., etc. Mais toutes ces procédures sont assorties de délais et de conditions spécifiques. La multiplicité de ces procédures est d'autant plus incompréhensible qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. La complexité et la rédaction incertaine de l'article 140 de la loi Elan peuvent même introduire un doute sur les droits du locataire sans apporter davantage de sécurité juridique aux bailleurs. En outre,
le locataire n'a que 3 mois pour contester le complément de loyer, ce qui est évidemment trop peu, alors qu'il a 3 ans pour contester le loyer de base, y compris après la fin du bail, ce qui peut sembler par ailleurs excessif. Nous proposons une procédure unique par laquelle le locataire peut contester à tout moment le loyer sans distinction entre le loyer de base et le complément de loyer. En contrepartie, le juge devrait pouvoir constater un complément de loyer même si aucun complément de loyer n'est mentionné au bail. Le cadre actuel est rigide, est injuste. Si le bail mentionne un complément de loyer, le bailleur a immunité au bout de 3 mois. Si l'indistinction formelle entre loyer de base et complément de loyer n'apparaît pas, le juge ne pourra pas tenir compte des caractéristiques exceptionnelles du logement. Pour que les bailleurs ne se sentent pas pour autant dispensés de l'obligation de mentionner et de justifier le complément de loyer dans le bail, le complément de loyer reconnu par le juge ne s'appliquera que pour la période qui suit le déclenchement de la procédure. Enfin, pour favoriser les solutions amiables et ne pas surcharger les tribunaux, il est primordial de renforcer la crédibilité des avis des commissions départementales de conciliation, CDC, qui souffrent pour l'instant d'une trop grande hétérogénéité d'un dossier ou d'un territoire à l'autre. Une publication des avis permettrait d'harmoniser les solutions proposées, de constituer une forme de jurisprudence et d'augmenter les chances que les décisions soient acceptées par les 2 parties. Il faudrait également que la saisine de la CDC, qui est facultative, soit suspensive du délai de prescription. Sans cela, le locataire n'est pas incité à la saisir. Par ailleurs, il faut protéger à la fois le locataire contre les risques de rupture abusive du bail et le bailleur contre les procédures tardives. Le renforcement des possibilités de recours doit aller de pair avec une plus grande protection du locataire et corrélativement avec une plus grande sécurité juridique au bénéfice du bailleur. Dans les situations actuelles, les recours sont en réalité très rares parce que le locataire craint des mesures de représailles comme une résiliation du bail. Nous proposons d'interdire les congés quand le locataire a initié une procédure, 12 mois pour une location vide ou 6 mois pour une location meublée avant l'échéance du bail. Ces délais donnent suffisamment de visibilité au bailleur et empêchent à l'inverse que le locataire conteste le loyer pour faire obstacle à une procédure régulière de congé. Nous proposons aussi de renforcer l'obligation pour le bailleur de justifier le motif du congé. Cela éviterait du contentieux et l'annulation du congé alors que le locataire est déjà parti. Avec ces différentes mesures, le locataire aura réellement les moyens de contester le loyer en temps utile, c'est-à-dire en cours de bail. Dès lors, le délai de 3 ans dont il dispose pour agir ne paraît plus justifié. Si les droits du locataire doivent être renforcés, le bailleur ne doit pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pendant plusieurs années après la fin du bail. Nous proposons donc, sous réserve que les autres réformes proposées soient adoptées, que le délai de prescription des actions relatives à l'encadrement des loyers soit abaissé à 1 an, un délai qui semble raisonnable au regard des nouveaux droits dont bénéficiera le locataire durant cette période. En conclusion, je vous propose de revenir sur l'ensemble des mesures qui sont particulièrement équilibrées et équitables. Elles n'opposent pas les bailleurs aux locataires et ne privilégient pas de manière déraisonnable les intérêts des uns au détriment des autres. Elles s'inscrivent à ce titre dans la perspective d'une pérennisation crédible de l'encadrement des loyers. Certaines mesures sont favorables aux locataires et aux communes concernées. Je vais vous les lister rapidement. D'abord, la pérennisation elle-même du dispositif et son extension à toutes les communes TLV volontaires, ainsi que exceptionnellement à certaines communes non TLV, comme l'a exposé Iñaki Etxaniz. Le doublement des amendes et le transfert de leurs produits aux communes chargées du contrôle. La régulation du complément du loyer en tout cas de tous ces éléments qui sont faciles à objectiver, ce qui n'est pas toujours le cas. La justification du complément de loyer dès les annonces. La possibilité de contrôler les loyers pour les faux baux civils sans attendre la requalification du contrat par le juge. L'application réelle de l'encadrement des loyers à la colocation. La transparence des charges imposées en cas de co-living et la possibilité de refuser certains services trop coûteux. La simplification des procédures de contestation et la possibilité de contester le complément de loyer au-delà de 3 mois. La protection du locataire contre les résiliations abusives de bail. D'autres mesures constituent un rééquilibrage au bénéfice du bailleur. La possibilité de revaloriser le loyer au-delà du plafond majoré au renouvellement du bail tant que le locataire ne change pas. La possibilité de valoriser directement mais de façon encadrée les surfaces annexes.
la suppression de certaines exclusions trop générales à l'application d'un complément de loyer, la possibilité pour le juge de constater un complément de loyer justifié même s'il ne figure pas explicitement dans le bail, la possibilité d'appliquer au-delà du plafond de loyer une majoration pour travaux d'amélioration dans les conditions prévues par la loi, en colocation, un mode de calcul du loyer global favorable aux bailleurs par la prise en compte des seules pièces privatives pour déterminer les catégories de surface du logement, la réduction de 3 ans à 1 an, c'est bientôt fini, du délai de prescription des actions relatives au loyer avec toutefois un caractère suspensif à la saisine de la CDC. Enfin, certaines mesures de transparence et de clarification sont favorables à la fois aux locataires et aux bailleurs. La simplification des catégories de logements, avec la suppression notamment de la date de construction, le renforcement de la fiabilité et de la complétude des données transmises par les professionnels et la publication commentée de la jurisprudence et des avis des CDC. À terme, toujours dans cette logique de transparence et de régulation non contentieuse, nous pourrions envisager de créer dans les communes volontaires un registre de logements mis en location à titre de résidence principale précisant les caractéristiques du logement et le loyer pratiqué. Je vous remercie. Bien, merci Madame, Monsieur les rapporteurs. Et nous passons maintenant aux oratrices, orateurs des groupes. Avec pour le Rassemblement national, Monsieur Frédéric Falcon. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Alors j'ai lu votre rapport sur l'encadrement des loyers qui est en phase d'expérimentation à Paris et dans d'autres grandes villes depuis 2014 comme Montpellier puis bientôt Marseille, bref dans les villes dirigées par le nouveau Front populaire. Oui, les loyers sont élevés dans les grandes villes, principalement en raison de l'attrition de l'offre, la rareté faisant monter les prix, mais je crois que l'encadrement des loyers tel que vous le concevez est une fausse bonne idée. C'est avant tout une complexité technocratique. Il faut créer dans chaque ville un observatoire des loyers, mettre en place une administration qui contrôle, qui sanctionne. Bref, une vraie philosophie socialiste qui prétend lutter contre les effets de la crise par une gestion permanente de la pénurie. Loin de cette approche décroissante, nous pensons qu'il faut au contraire créer de l'offre en redonnant confiance aux bailleurs. Il faut dire que le socialo-macronisme a sérieusement refroidi les propriétaires qui louaient par la multiplication des contraintes. Comme l'instauration n'a permis de louer, qui dans certaines communes s'est transformé en véritable outil de répression par des maires de gauche les plus anti-propriétaires, comme l'instauration des contraintes DPE, qui sont un véritable carnage avec le retrait massif du marché locatif, de logements ne répondant pas à des normes arbitraires. D'ailleurs, on vient d'un coup de baguette technocratique de rendre décent du jour au lendemain un peu moins d'1 million de logements hier classés F ou G par un simple décret modifiant le paramétrage de ces DPE. Comme le Rassemblement national le dénonce depuis 3 ans, c'est bien la preuve qu'il s'agit d'une escroquerie organisée quand on sait qu'un mauvais DPE entraîne une décote de la valeur d'un bien allant jusqu'à 20 ou 30%. Vous pouvez être fiers, chers collègues macronistes et d'extrême gauche, d'avoir organisé la dépossession de centaines de milliers de petits propriétaires, souvent modestes. Je crois qu'un jour, il faudra rendre des comptes ou tout au moins présenter vos excuses aux Français que vous avez spoliés et qui ont dû vendre à perte leur logement. S'ajoute à cet arsenal répressif l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Bref, toutes ces contraintes ont provoqué un effondrement sans précédent de l'offre locative, avec en 3 ans une baisse des annonces de location de 50 à 70%, par exemple à Paris, selon les études. C'est, je crois là, la preuve que ces dispositifs sont des échecs sévères. Cela devrait vous interpeller, mais vous persistez dans l'erreur. Vous proposez en même temps l'extension du dispositif, l'alourdissement des sanctions avec quelques aménagements au bénéfice des bailleurs pour habiller cette offensive. Cela ne nous convient pas. Nous proposons de faire confiance aux Français en levant ces contraintes qui bloquent le marché locatif pour créer un choc d'offres. Trop contraintes ne fonctionnent pas. Ces décennies de socialisme ont décidément appauvri les Français. Il faut que cela cesse. Je vous remercie. Bien, merci. Monsieur Falcon. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur Falcon, si vous aviez assisté aux auditions qui étaient libres, vous auriez constaté qu'il y a des maires sur les 72 communes qui ont mis en place, des maires de gauche, des maires du centre, des maires de droite. Vous allez m'expliquer que la maire de Biarritz est une islamo-gauchiste bientôt, alors qu'elle a sa carte à LR et qu'il lui amène même d'avoir des positions sur lesquelles j'ai des profonds désaccords. Vous allez m'expliquer que le maire de Bayonne est membre du nouveau Front populaire, alors qu'il fait partie du centre droit. Donc non, vous dites encore une fois des exagérations. Et avec vous, exagérer n'est pas mentir.
Et je rappellerai qu'une majorité des propriétaires respectent l'encadrement des loyers. Donc ça montre bien que c'est un dispositif qui est acceptable par une majorité de propriétaires et de locataires. Et je rappellerai à titre d'exemple, comme l'a dit Anaïg, que l'encadrement des loyers n'a pas vocation à faire baisser le prix des loyers, mais d'encadrer les pratiques excessives. Et je pense que quand on se prétend défendre les classes populaires et les classes moyennes, on essaye de faire en sorte qu'ils puissent se loger à un prix décent. Et à titre d'exemple, si nous sommes dans le 7e arrondissement, un propriétaire peut louer son logement jusqu'à 40 € le mètre carré. Je considère que c'est quand même un montant plutôt acceptable et qui permet aux propriétaires de retomber sur ses pattes. Et ensuite, nous continuons de porter avec Anaïg et d'autres, depuis 2022, la nécessité d'encourager les propriétaires privés à investir dans le logement, notamment avec un abattement fiscal plus important. On ne vous a jamais entendu parler sur ces sujets-là. Vous ne faites que contester sans jamais rien proposer. Merci. Anaïg, est-ce que... Parce que je vais essayer... Je vous laisse... Ouais, ça marche. Donc, je vous laisserai la parole au prochain. Merci. Pour le groupe EPR, Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Madame la Présidente. Bon, je ne vais pas, chers collègues, intervenir sur des considérations purement politiciennes. Je ne trouve pas ça particulièrement intéressant. Je trouve que le plus intéressant, c'est le rapport. Ce rapport d'évaluation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers, qui est présenté donc par nos deux collègues rapporteurs et que je remercie en tout cas moi, pour la clarté de leur rapport et de leurs propos. Il souligne que le dispositif d'expérimentation, l'encadrement des loyers, instauré par la loi Elan en 2018, il a atteint son objectif principal, à savoir de limiter les loyers excessifs et rétablir des prix conformes au marché sans réduire l'offre locative. Vous insistez cependant sur les lourdeurs administratives qui freinent son application. C'est incontestablement ce que l'on comprend donc de votre rapport. Aujourd'hui, l'entrée d'une commune dans le dispositif suppose une double validation par à la fois le PCI et par décret ministériel, ce qui génère des blocages et des délais de plusieurs années. On peut légitimement s'interroger sur ces lourdeurs. C'est pourquoi vous proposez de sortir du régime expérimental et de permettre donc aux communes éligibles volontaires, celles soumises notamment à la taxe sur les logements vacants, de décider plus directement, plus simplement, j'allais dire aussi, bien entendu, de l'application du dispositif après simple consultation de l'EPCI, voire même de permettre à certaines communes actuellement non éligibles d'adopter ce dispositif. Et à la lecture de votre rapport, de ces propositions, et notamment à l'approche, disons-le, des élections municipales, sans considération politicienne de ma part, nous posons une question, c'est notre groupe, une question à laquelle on n'a pas trouvé de réponse, il faut le dire, dans le dispositif actuel prévu par la loi Elan, et que j'aimerais donc vous poser directement pour avoir votre vision à vous deux. Concrètement, si dans une commune qui est aujourd'hui soumise à l'encadrement des loyers, un changement de majorité municipale ou un revirement politique décide de la sortie de ce dispositif, comment serait concrètement organisée cette sortie ? À partir de quelle date elle s'appliquerait? Quels seraient les effets pour les baux en cours? Renouvellement, révision, etc. Et comment garantir la sécurité juridique des bailleurs comme des locataires dans ce type de transition voulu par des changements qui pourraient être considérés comme radicaux, ce qui n'est pas nécessairement toujours une bonne nouvelle. Mais ça, c'est aux citoyens de décider. Merci d'avance. Merci, Monsieur Fugit. Madame Lemeur. Alors, je vais répondre rapidement, même si c'était la partie effectivement proposée par Iñaki Etxaniz. En fait, actuellement, dans le régime d'expérimentation, ils ne pouvaient pas sortir librement. C'est tout l'intérêt, justement, d'étendre en fait cette expérimentation, de l'arrêter et de la poursuivre sur un nouveau dispositif pour permettre aux communes, dès lors qu'elles le souhaitent, de pouvoir en sortir librement. Ça permet en fait cette liberté que ne permettait pas l'expérimentation. Donc effectivement, on sait que le temps des municipales sera un temps de concertation sur ce sujet-là, certainement. Et donc ça permettra de faire un choix en fonction des majorités, comme elles le souhaitent, avec les citoyens, pour le faire et pour un jour peut-être s'en déposséder aussi. Et juste qu'effectivement, il suffira, Monsieur Fugit, d'une simple délibération du conseil municipal pour mettre fin à l'encadrement des loyers qui se pratiquent dans la commune. Bien, merci. Nous passons maintenant pour le groupe de la France Insoumise à Madame Sandrine Nosbé. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs.
3,5% des ménages détiennent 50% des logements mis en location et les 25% plus modestes consacrent une part 2 fois plus importante de leurs revenus au logement que les 25% les plus aisés. Voici la situation de la France actuelle. À l'heure actuelle, le logement est devenu une rente qui vise à maximiser le profit sur l'indispensable nécessité qu'en ont les ménages pour vivre et survivre. L'encadrement des loyers a été mis en place en 2014 pour répondre à la crise du logement, où les loyers étaient devenus inaccessibles pour une grande partie de la population dans les zones tendues. Cela a permis la disparition de loyers extrêmes, une diminution du dépassement des loyers et une meilleure connaissance du dispositif par les locataires eux-mêmes sans déstabiliser le marché davantage qu'il ne l'était déjà. Ainsi, l'encadrement des loyers a été mis en place dans l'intérêt des locataires pour les protéger face à un marché locatif devenu trop déséquilibré, notamment dans les grandes villes. On peut le dire, c'est une véritable mesure de justice sociale. Aussi, ce dispositif d'encadrement des loyers doit être pérennisé et généralisé. Pourtant, dans votre rapport, votre objectif ne vise pas à le généraliser. Et en cherchant un équilibre, comme vous écrivez, entre le locataire et le bailleur, il tend surtout à défendre, protéger et sécuriser et préserver les intérêts des propriétaires et la rentabilité de leurs biens. Vous reconnaissez que le dispositif d'encadrement des loyers produit des effets positifs, mais faites en sorte qu'en cas de pérennisation de l'encadrement des loyers, celui-ci reste conditionné à la volonté des communes de l'appliquer et à la capacité des locataires à faire valoir leurs droits. Dans votre rapport, les protections sont plus concrètes d'un point de vue technique et plus nombreuses pour les propriétaires que pour les locataires. Quelques exemples. Pour les locataires, pas de généralisation du dispositif à toutes les communes tendues, pas de plafonnement des charges ni des compléments de loyer très clairs. Ils doivent toujours initier eux-mêmes les recours. Rien n'est prévu pour baisser les loyers existants. Sont prévues des améliorations marginales conditionnées à leur capacité à engager des recours. D'un autre côté, pour les propriétaires, ils peuvent continuer à valoriser leurs biens, ont droit à des compléments de loyer, ont des garanties juridiques supplémentaires en cas de contestation, peuvent augmenter le loyer même sans changement de locataire et peuvent valoriser des surfaces non habitables. Donc face à une crise du logement national, vous maintenez un système volontaire et non généralisé. C'est une régulation à la carte favorable à ceux qui possèdent que vous proposez là. Votre rapport et les mesures qui figurent ne sont malheureusement pas dans l'intérêt des locataires. Ils protègent avant tout les intérêts des bailleurs sans toucher à leurs privilèges. Je vous remercie. Bien, merci. Monsieur Echani. Merci, chers collègues. Je vous trouve bien dur à la lecture de ce rapport, et ce n'est pas le cas de nombreuses associations de défense des locataires qui partagent en grande partie nos propositions. Moi, je considère que c'est un bon dispositif, qu'il marche et qu'il faut le mettre à la main des communes. Effectivement, je suis un profond décentralisateur et je considère que c'est au maire du territoire, de sa commune, de choisir ou non s'il est nécessaire, parce qu'il est lui-même élu directement par les habitants de son territoire. Mais je considère aussi que le logement, il doit marcher sur deux jambes. On porte le combat pour le logement social, mais aussi il y a nécessité d'avoir des investisseurs privés et qu'il faut arriver à trouver l'équilibre. Et je l'ai dit dans mon avant-propos, je considère que le logement n'est pas un bien comme un autre et ne doit pas être un outil spéculatif. Et donc, l'objectif d'avoir un taux de rendement excessif n'est pas soutenable. Mais en revanche, il faut bien qu'il y ait des propriétaires qui investissent dans le logement privé pour pouvoir avoir ce périmètre qui marche sur les deux jambes et cette spécificité française. Et enfin, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui dans notre pays de retrouver la confiance et la transparence entre locataires et propriétaires. Si je partage le fait qu'il y a une trop grande concentration de la propriété aujourd'hui, on ne peut pas non plus stigmatiser de façon trop importante les propriétaires, parce qu'il y en a certains qui abusent, mais d'autres qui respectent. Et on l'a dit, l'encadrement des loyers est respecté en règle générale jusqu'à 70-80% en fonction des territoires. Donc ça montre qu'il y a aussi des propriétaires vertueux. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre pour que chacun y trouve son compte et faire du logement un bien commun. Merci Madame Le Maire. Je vous donne la parole au prochain. Oui, on parti. Ok, parfait. Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Laurent Lardy. Merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'encadrement des loyers, aujourd'hui, c'est un outil précieux pour protéger nos concitoyens, pour rendre nos territoires plus attractifs, pour lutter surtout localement contre une explosion des loyers qui empêche trop souvent des familles, des étudiants ou des jeunes actifs de continuer à vivre dans les quartiers où ils habitent, parfois dans les quartiers où ils sont nés, ou encore d'accéder à un logement à proximité de l'endroit où ils ont leurs activités. Alors ce dispositif, on le sait tous, il avait été instauré à titre expérimental et il arrivera donc à échéance en novembre 2026. Je veux quand même rappeler ici que c'est le groupe socialiste et apparenté qui a demandé à la présidence de notre commission
la mise en place de cette mission flash d'évaluation dont on examine aujourd'hui les conclusions. Alors la lecture du rapport, elle démontre donc que l'encadrement des loyers fonctionne, qu'il apporte une régulation indispensable dans un contexte de stagnation de revenus et comme on le sait tous, et alors que le logement demeure le premier poste de dépenses des ménages. Alors pour rendre le dispositif pérenne et plus efficace, le rapport il montre aussi qu'il faut maintenant adapter, améliorer et affiner. Et moi je veux insister sur une recommandation qui est contenue dans ce rapport. Notre collègue Fugit tout à l'heure l'a évoqué. Moi je l'évoquerai non pas dans le sens de la sortie mais dans le sens de l'entrée. C'est celle de donner aux communes la possibilité de décider in fine elles-mêmes de l'application de l'encadrement des loyers sur les périmètres qu'elles jugent pertinents, et ce même en cas de désaccord avec leur intercommunalité. Alors j'ai un exemple très concret, je m'en explique, puisque la ville de Marseille a demandé à mettre en œuvre l'encadrement des loyers en 2022, que la métropole Aix-Marseille-Provence, qui est donc l'établissement public intercommunal, y a mis un veto, que nous, on considère comme purement idéologique, dans la mesure où on est sur une aire métropolitaine où déjà la tradition était de ne pas appliquer le quota de logements sociaux dans un certain nombre de communes. Mais ce veto, la réalité, c'est qu'il prive depuis maintenant 3 ans la ville de Marseille d'un outil qu'on considère comme utile et indispensable même pour une ville qui fait par ailleurs feu de tout bois pour lutter contre la flambée des prix locatifs. Donc je serais heureux effectivement de vous entendre à ce sujet. Enfin, pour conclure, je dirais que beaucoup ont voulu faire de cette loi, on l'a encore entendu tout à l'heure, un sujet d'opposition entre bailleurs et locataires, et même un sujet idéologique, comme nous en avons encore eu l'illustration à de nombreuses reprises au cours des débats, mais ce matin même. Les recommandations, je pense, elles montrent bien au contraire que les ajustements proposés, ils visent à un véritable rééquilibrage, parfois au bénéfice des locataires et des communes, parfois au bénéfice des bailleurs et parfois au bénéfice de tous. Et c'est bien en tout cas le mérite du travail qui a été mené par les rapporteurs, dont notre groupe partage donc à la fois l'avis sur la nécessité de maintenir et pérenniser ce dispositif et bien entendu l'ensemble des recommandations qui visent à l'améliorer. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Lardy. Alors Madame Lemeur. C'est bon. Ça fonctionne. Alors il faut éteindre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien, effectivement, sur cette mission. Il faut savoir qu'on avait quand même une date butoir, vous l'avez rappelé, qui était de novembre 2026. On a aussi des nouvelles villes, en fait, qui viennent d'intégrer en fait le dispositif. Donc, elles avaient besoin, en fait, de déployer le dispositif, d'avoir un peu plus de temps qu'1 an ou 2 ans pour pouvoir le faire. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était de se dire on n'arrête pas le dispositif là de façon sèche. On a voulu anticiper effectivement cette mise en date, enfin de respecter cette date et de le faire en amont. Donc ça a été une belle initiative que de le faire que maintenant. Je voulais préciser que effectivement on s'est attaché, c'est une mission flash, surtout à l'aspect du fonctionnement en fait du dispositif. À côté sur les effets réels, il y a des économistes en fait qui sont missionnés actuellement, qui font une mission ministérielle justement pour évaluer vraiment l'impact chiffré économique sur nos territoires. Donc on attend leurs recommandations qui arriveront en octobre prochain et qui permettront aussi d'objectiver. Là, on répond plutôt à une demande des territoires d'améliorer le dispositif et de permettre aussi qu'il soit plus équilibré entre le propriétaire et le locataire, comme vous l'avez dit. Donc, c'était vraiment l'objectif de cette mission et je pense que nous avons abouti à un rapport plutôt équilibré sur l'ensemble des dispositifs. Bien, merci. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Nous tenons à saluer votre travail qui est équilibré, qui a été assez fourni dans le cadre de la mission flash que vous avez menée sur l'évaluation de l'encadrement des loyers, instaurée par la loi Elan de 2018. Dans votre rapport, vous proposez des mesures pragmatiques qui témoignent d'une volonté de concilier les intérêts des bailleurs et des locataires sans les opposer. Plusieurs propositions méritent une attention particulière. Tout d'abord, la valorisation encadrée des surfaces annexes, telles que les caves, les terrasses ou les parkings, permettrait aux bailleurs de mieux refléter la valeur réelle de leurs biens, tout en garantissant une transparence accrue pour les locataires. Cette mesure évite le recours à des compléments de loyer arbitraires, favorisant ainsi une approche équitable. Nous saluons également les dispositions visant à lutter contre les résiliations abusives de bail qui renforcent la protection des locataires tout en préservant la stabilité du marché locatif. Cependant,
nous ne pouvons pas ignorer les facteurs exogènes qui pèsent lourdement sur l'offre locative en France. La crise du logement, aggravée par des normes contraignantes, résulte en partie de la rareté de l'offre qui a fait flamber les prix. À cet égard, le DPE constitue un facteur aggravant. En interdisant la location des logements classés F et G, qui représentent près de 20% du parc dans certaines zones, cette mesure a créé une rareté artificielle de l'offre locative. Et encadrer les loyers pourrait ne pas avoir d'effet face à cette réalité. Cette situation, combinée aux contraintes existantes, contribue à l'envolée des loyers et accentue les tensions sur ce marché. Une révision du calendrier d'interdiction de location des logements nous semble nécessaire. Face à cette réalité, nous devons nous interroger. Madame et Monsieur les rapporteurs, pourquoi ne pas avoir pris en compte l'impact du DPE sur les prix des loyers? Par ailleurs, j'aurais une deuxième question. Vous vous êtes attardé sur la question de l'encadrement des loyers d'habitation. Dans nos centres-villes, nous rencontrons aussi un phénomène de vacances commerciales, un phénomène de désertification des activités commerciales liées aussi à l'envolée des prix locatifs. Avez-vous poussé votre réflexion sur l'encadrement des loyers commerciaux? Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Dive. Monsieur Etchaniz. Alors, on va se partager la réponse avec Anaïg. Merci pour vos propos. Monsieur Dive, effectivement, il y a un vrai sujet sur le complément de loyer. Un certain nombre d'auditionnés proposaient de mettre un plafond au complément de loyer de façon générale. On trouvait ça risqué parce que ça poussait à aller au plafond. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce pourcentage de majoration sur les surfaces parce que c'est l'essentiel des contentieux qu'il y a autour. Et donc, effectivement, un propriétaire qui a un balcon vue sur mer à Biarritz pouvait aujourd'hui le mettre à 500, 600, 700 € s'il le voulait. Avec cette majoration, il y aura un cadre qui permettra de sortir un certain nombre de contentieux. Effectivement, sur les congés abusifs, on a été confronté à des propriétaires qui, une fois que la procédure était enclenchée, voulaient contrecarrer les locataires en faisant des congés pour vente ou des congés pour reprise abusifs. Il est nécessaire aujourd'hui de redéfinir ces dispositifs-là, comme vous l'avez souligné. Concernant les DPE, moi je partage le fait que les DPE apportent des difficultés, même si l'objectif est nécessaire à être atteint. Je rappelle ici tout de même que nous avions porté avec mon collègue Bastien Marchive, ici présent, un texte qui était plutôt consensuel et qui permettait d'affiner et de revenir sur un certain nombre de défauts. Et malheureusement, ce texte n'a pas été au bout dans l'hémicycle parce que le groupe Les Républicains a voté contre en dernière minute alors qu'il avait voté pour en commission. C'est votre collègue Thibault Bazin qui était chef de file. Donc effectivement, si ce texte était passé, eh bien, on n'aurait pas ces difficultés aujourd'hui sur le DPE. Et je laisse Anaïg sur la vacance commerciale. Madame Lemeur. Oui, je vous remercie en fait de votre question sur les baux commerciaux parce qu'effectivement j'y travaille. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans ce texte parce que c'était vraiment la pérennisation ou la généralisation du dispositif en fait qui était voué à réflexion. Cependant, il y a réellement de la vacance, il y a une dégradation des biens commerciaux qui pèse en fait sur l'attractivité au niveau des villes. Quand on dit qu'il faut repeupler les cœurs de ville, eh ben, il faut aussi rendre ce cœur de ville vivant. Et donc, il y a quelque chose à jouer sur notamment les villes moyennes où les propriétaires notamment peuvent excéder peut-être la réalité de la qualité de leurs biens. Quand on voit la qualité de leurs biens et ce qui est demandé en termes de loyers commerciaux, au bout d'un moment, il y a quand même des fois de l'exagération, je pense aussi. On voit que ça ressort beaucoup dans les médias actuellement, mais c'est un travail que j'ai déjà initié et que j'aimerais pouvoir mener à bout. Voilà, et peut-être pas de façon seule et solitaire, peut-être avec plusieurs d'entre vous si possible. Bien, merci. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente, Madame Lemeur, Monsieur Etchaniz. Impraticable et néfaste, une hérésie, une catastrophe et j'en passe. Voici comment les lobbies des agents immobiliers qualifiaient il y a 10 ans la loi qui allait permettre d'expérimenter l'encadrement des loyers. Impraticable, force est de constater que ce n'a pas été le cas. L'encadrement des loyers est aujourd'hui appliqué dans près de 70 communes et en juin dernier, on a décidé de l'étendre aux zones tendues des collectivités d'outre-mer. Une hérésie, une catastrophe. La catastrophe, on y fonçait tout droit en laissant le marché seul, sans protection, sans garde-fou, décider du niveau des loyers. La crise du logement était alors violente, avec des loyers qui augmentaient bien plus vite que les revenus. C'est pour cela que Cécile Duflot a fait l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, la crise du logement n'est pas résolue, loin s'en faut. Mais l'encadrement des loyers a fait preuve de son efficacité. Il est devenu un bouclier pour les locataires et une véritable arme au service du pouvoir d'achat, au service du pouvoir de vivre. Très concrètement, c'est en moyenne 984 € par an qu'il fait économiser aux locataires parisiens, mais il bénéficie aussi aux Lyonnais, aux Lillois, aux Villeurbanais, aux Basques.
Cet encadrement, depuis qu'il est mis en place, freine la hausse des loyers. C'est nécessaire quand on sait que le logement est déjà le premier poste de dépense des ménages. Chez les locataires du parc privé, un ménage sur 5 y consacre plus de 40% de ses revenus. Se loger en ville pour aller travailler, travailler pour payer le loyer et ne rien pouvoir mettre de côté, voici le genre de cercle vicieux que l'encadrement des loyers permet d'atténuer. Vous le dites aussi clairement dans votre rapport, l'encadrement des loyers n'est pas la cause de la baisse de l'offre locative, puisque cette baisse est générale, elle affecte des villes sans encadrement. Alors on le constate sur le terrain, dans les études, sur les quittances de loyer, l'encadrement est une politique qui fonctionne. Il faut donc, comme vous le préconisez, pérenniser cet encadrement. Maintenant, si l'encadrement des loyers est un bouclier, c'est un bouclier qui a quelques trous. Votre rapport le montre, ces trous, il faut les corriger. La pérennisation de l'encadrement doit aussi être l'occasion de son amélioration. Votre rapport propose plusieurs recommandations intéressantes. Déjà, il faut que la loi soit davantage appliquée. Il y a du progrès en la matière. Pour autant, encore près d'un tiers des annonces ne respectent pas le plafond des loyers et en attendant, c'est le locataire qui trinque. Par exemple, chez moi à Lyon, les dépassements de loyer représentent près de 2 000 € sur l'année, une somme qui pourrait être récupérée par les locataires de logements non conformes si la loi était appliquée. Autre piste d'amélioration, les compléments de loyer, ils sont trop mal définis, trop souvent mal justifiés, laissant la place à des pratiques abusives. Et le délai de recours fixé à 3 mois est bien trop court. Par ailleurs, en termes de mise en place sur un territoire, il faut simplifier une procédure qui aujourd'hui est inutilement centralisée, lente et lourde, en permettant aux communes volontaires d'appliquer directement l'encadrement. Mes chers collègues, vous le savez, la loi arrive en fin de bail. L'encadrement des loyers doit être renouvelé, sinon en novembre 2026, ce sera la fin de cette protection pour des millions de locataires. Alors, Monsieur Echaniz, Madame Lemeur, lors de votre travail sur cette mission d'information, le gouvernement, certes aujourd'hui démissionnaire, a-t-il pu vous rassurer sur le fait qu'il prendra ses responsabilités en mettant rapidement à l'ordre du jour de notre Assemblée un projet de loi permettant à minima la poursuite, voire l'amélioration du dispositif d'encadrement des loyers? Je vous remercie. Merci, Monsieur Tavernier. Monsieur Echaniz. Merci, Monsieur Tavernier. Effectivement, vous avez cité des mots assez durs de la part de propriétaires, mais je tiens ici à dire que lors de nos auditions, les différentes associations de propriétaires ont été plutôt dans la mesure et un certain nombre reconnaissent qu'ils ne sont pas anti-encadrement des loyers, mais qu'ils avaient des choses à faire valoir sur les aménagements. Donc effectivement, certains utilisent des mots extrêmement forts pour faire la une des médias et d'autres disent, bon, oui, effectivement, d'accord, ça permet de réguler, ça permet de retisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la confiance et de la transparence entre propriétaires et locataires. Effectivement, on a un sujet sur le respect des annonces, et y compris de la part de la profession de l'immobilier, qui doit aujourd'hui être encore plus vertueuse, faire preuve de plus de transparence et faire en sorte que les annonces publiées sur leur site ou dans leur commerce soient respectées, et surtout qu'ils transmettent les bonnes données. C'est pour ça que nous proposons une sorte de plateforme unique qui permettra à chaque vendeur, loueur de biens, gestionnaire de biens, de renseigner les bonnes données suffisantes pour les observatoires des loyers. Et enfin, vous avez aussi parlé du délai de recours sur le complément de loyer. C'est pour ça que nous voulons une procédure unique qui permet de contester dans son ensemble le loyer et le complément de loyer plutôt que les 3 mois. Et Anaïk prenait souvent l'exemple des étudiants. Effectivement, parfois, les étudiants sont amenés à prendre leur logement dès juin au vu de la tension et ne vont dans le logement qu'en septembre et se rendent compte à ce moment-là que effectivement le complément de loyer n'est pas justifié, sauf que le délai de contestation est trop tardif. Et l'une des mesures que l'on porte, et ça dépendra plutôt du PLF, c'est de renforcer les moyens des CDC parce qu'on considère que c'est par la discussion, c'est par la conciliation qu'on peut arriver à lever un certain nombre de contentieux. Anaïk. Bien. Je vais rapidement juste dire qu'il est nécessaire actuellement en France en fait, de compléter les données. En fait. On n'a pas suffisamment de données, on n'a pas suffisamment d'informations. Donc effectivement, par les annonces, que ça soit notifié. Mais derrière, il serait utile en fait qu'on adosse aussi l'encadrement des loyers à la plateforme qui va être créée en mai 2026 avec une plateforme API notamment qui permet d'avoir un numéro d'immatriculation qui donnera les caractéristiques du logement aussi par la suite. Donc je pense qu'on pourra étoffer aussi cet outil par la suite en donnant les mesures de l'encadrement des loyers qui pourront être spécifiées aussi en lien en fait avec le logement. Bien, merci à vous. Alors pour l'instant, j'ai 2 collègues inscrits pour des questions individuelles. Donc je rappelle que c'est 1 minute et 1 minute de réponse. Tout d'abord, Monsieur René Pilato. Je vous inscris. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, quand vous avez fait votre réponse à ma collègue Sandrine Nosbé, vous avez signalé que vous étiez pour la liberté des communes d'encadrer ou pas les loyers.
Ne pensez-vous pas qu'à avoir des communes limitrophes, pour une qui encadre et l'autre qui n'encadre pas, de faire une espèce, je dirais, de communautarisme social, à savoir qu'il y ait une migration des populations d'une ville à l'autre et que cela renforce malheureusement pour les écoles et pour tout ce qui s'ensuit, je dirais, une espèce de non-mixité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pilato. Je crois, Monsieur Pilato, que vous n'avez pas compris ce que nous proposons, parce que justement, on propose que les communes limitrophes qui ne sont pas TLV puissent mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Oui, mais qu'elles peuvent le demander. Oui, mais alors, on n'est pas parti sur la généralisation parce que constitutionnellement, ça ne tiendrait pas. Parce que, effectivement, l'encadrement des loyers est une atteinte que l'on peut considérer comme une atteinte au droit de propriété. Donc, pour qu'il passe les fourches du Conseil constitutionnel, il faut qu'il soit équilibré et justifié. Et c'est le cas du zonage en taxe sur les logements vacants et en zone tendue. Mais nous considérons, comme vous, qu'effectivement, c'est pas parce que la commune A est tendue et que la commune B ne l'est pas qu'elles n'ont pas les mêmes difficultés. Et on partage ça avec Anaïg, que les classifications sont trop tardives. Elles interviennent une fois que la tension est déjà là. Donc c'est pour ça qu'on propose que les communes limitrophes qui n'ont pas encore le classement TLV ou zone tendue puissent dire moi aussi je veux le mettre en œuvre parce que j'ai les mêmes symptômes sur mon territoire. Bien, merci. Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente. Juste sans polémiquer, mais pour corriger ce que vous avez dit, Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, alors que j'étais bienveillant avec votre rapport, le groupe LR ne s'est pas opposé dans l'hémicycle à votre proposition de loi, il s'est abstenu. Et il s'est abstenu parce que vous étiez fermé à la proposition de modifier le calendrier du TPE. Bien, merci. Je suis resté aussi bienveillant, Monsieur Dive, et je vous ai remercié pour les propos que vous avez tenus. Mais effectivement, il y a eu un changement de position entre la présence ici en commission et le discours tenu dans l'hémicycle. Mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Monsieur Marchive, qui a encore plus le détail de ce qui s'est passé entre nous sur le DPE. Bien, merci Madame Danielle Simonet. Merci pour ce rapport qui est extrêmement nécessaire et utile pour qu'on puisse, je l'espère, sans plus tarder, pouvoir avoir une nouvelle loi, vu que l'épée de Damoclès s'approche de la fin de l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Donc, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pérenniser, mais j'insiste sur l'enjeu de généraliser à tout le territoire la possibilité pour les communes de pouvoir le faire. C'est comme ça, je pense qu'il faut le présenter, car tant que la Constitution n'est pas changée sur cette question du rapport à la propriété, seule la libre décision des communes permet un encadrement des loyers au maximum d'endroits. Il faut vraiment prendre conscience qu'on doit considérer le logement comme un bien commun et pas comme un produit financier sur l'étal du banquier. Et donc pour cela, je trouve que la question en fait de supprimer les compléments de loyer serait nécessaire, parce qu'aujourd'hui vous abordez les compléments de loyer avec encore trop de liberté, de possibilités, et qu'à un moment donné on voit très bien tous les abus. On a pu voir à Paris, si vous êtes sur votre tabouret et que vous voyez sur le hublot des toilettes un tout petit bout de la tour Eiffel, à ce moment-là c'est une vue imprenable et c'est un complément de loyer imposé. Sur la question de l'encadrement des loyers, vous rejetez toute baisse des loyers. Or, à un moment donné, si on considère que les taux d'effort ne doivent pas dépasser 30%, cette question de l'encadrement du gel ou de la baisse doit être aussi pensée comme bien d'autres sujets. Merci. Je rappelle qu'on doit tenir en 1 minute. Madame Lemeur. Alors, je vais juste revenir sur le tout début et je vais laisser Iñaki sur la suite de votre question. Effectivement, il nous faudra légiférer pour la suite pour stabiliser ce texte. Il y aura possibilité d'amender, donc chacun pourra amender ce texte, mais je rappelle quand même le principe effectivement proportionné et justifié qui reste un principe constitutionnel et qui ne permet pas d'étendre complètement le dispositif. Sur la deuxième partie. Oui, effectivement, et je réponds en même temps à M. Tavernier. Effectivement, le gouvernement et la prochaine ministre ou ministre du Logement pourraient être à l'initiative d'un projet de loi. À défaut, nous prendrons nos responsabilités en faisant une proposition de loi, comme nous l'avons fait sur les meublés tourisme, de façon la plus large possible et qui avait permis une adoption à la quasi-unanimité. Effectivement, Madame Simonet, il y a un vrai sujet sur le complément de loyer, mais de là à l'interdire purement et simplement, ça pose question parce qu'on sait aussi que chaque logement est différent
différents. Donc c'est quel est l'équilibre, et c'est pour ça qu'on a proposé ce sujet du calcul majoré sur les surfaces habitables, ce qui résulte de la majorité des sujets sur les compléments de loyer. Et effectivement, il y a nécessité aujourd'hui, de mon point de vue, de faire baisser la pression sur les loyers, mais ce n'est pas le but de ce dispositif-là en lui-même, mais ouvrons la porte à un autre dispositif pour faire baisser les loyers, notamment investir dans le logement social. Bien, Monsieur Peyo-Dufaux. Merci Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les rapporteurs. L'encadrement des loyers est indispensable face à la fuite en avant du marché de l'immobilier. Il est nécessaire de le réguler. L'enjeu du logement accessible pour les gens qui travaillent et font vivre les territoires est hyper important. Au Pays Basque, le secteur économique ne parvient plus à recruter dans tout un pan d'activité, faute de logements accessibles, et la situation des locaux qui sont pourtant nés là n'est plus tenable. Donc en effet, aujourd'hui, il faut renforcer, pérenniser cet encadrement des loyers. C'est une question de survie pour les territoires parce qu'on se rend compte que sans logement, pas d'activité économique, et notamment le secteur de la santé, le secteur de l'industrie et les services publics sont dans l'incapacité totale de recruter des gens extérieurs au territoire et les locaux n'arrivent plus à se loger. Merci. Merci. Monsieur Etchanis. Merci, monsieur le député, cher Peyo. Et effectivement, l'exemple du Pays Basque est criant. Et il vient aussi contrecarrer le discours qu'a tenu l'extrême droite ici présente en disant que c'était uniquement des maires de gauche qui avaient mis en place cette mesure. Effectivement, sur l'agglomération Pays Basque, il y a des maires de toutes les sensibilités qui ont mis en place cette mesure parce que ce sont dans les territoires qui subissent cette crise où les maires prennent leurs responsabilités et se rendent compte qu'effectivement le logement ne peut pas être le sujet de dogmatisme et qu'il faut agir de façon assez importante. Et donc, moi, je salue l'action de l'agglomération Pays Basque et la nécessité de dire que ce n'est ni une mesure de droite, ni une mesure de gauche, ni une mesure du centre, c'est une mesure de justice pour les locataires, mais aussi une mesure de transparence pour les propriétaires et qu'il faut qu'on continue ce mouvement-là pour le logement durable et abordable. Bien, merci. Je complète juste, en fait, ce n'est pas le seul dispositif en fait, qui va aller dans le sens de trouver du logement abordable. Il y a plein de dispositifs et il y a des dispositifs, notamment Locavantage, qui existent, mais aussi toute la boîte à outils qu'on a mis en place sur la régulation des meublés de tourisme qui avait tendance à faire monter les prix sur les territoires. Et au-delà de ça, je partage l'idée qu'il faut avoir plus d'offres sur le marché pour faire baisser les prix. Plus il y a de l'offre, plus il y a de la concurrence et plus ça fait baisser le prix. Tout ce qui est rare et cher, là, il faut absolument faire que la rareté ne soit plus là. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez dire un dernier mot de conclusion. D'accord. Merci Madame la Présidente et merci à la Commission d'avoir accepté cette mission flash qui était nécessaire. Merci à Anaïg et à nos collaborateurs et aux administrateurs pour ce travail dense. C'était une mission flash, mais on a quand même fait beaucoup d'auditions. On a tenu à avoir tout le panel du propriétaire jusqu'au locataire et l'ensemble des communes qui l'ont mis en place. Comme nous l'avons dit, il est possible que le prochain gouvernement porte un projet de loi, sinon nous serons au rendez-vous de la nécessité d'apporter une réponse à la fois aux communes, mais aussi à l'enjeu du logement et plus globalement, on continue d'appeler de nos voeux une loi de programmation sur le logement. Bien, en tout cas, je vous remercie à mon tour pour ce travail et en application de l'article 145 alinéa 7 du règlement, je mets aux voix l'autorisation de publier la communication de cette mission flash. Qui est pour cette publication? Qui est contre? La publication du document est donc autorisée. Merci à vous donc pour ce travail. Voilà pour la présentation de ce rapport sur l'encadrement des loyers. Merci d'avoir regardé cet épisode et bonne suite de programme sur LCP.